Alors, Terreur dans les lettres québécoises, tout de suite, vous avez compris que c'est un jeu de mots. Ça fait référence, bien sûr, aux premiers épisodes des bombes du FLQ en 1963 dans les boîtes aux lettres des gens riches de Westmount, n'est-ce pas? Alors, donc, Terreur dans les lettres, parce que à partir de ce premier attentat felkiste dans l'histoire du Québec, une année après, le premier roman terroriste québécois est paru, était le terroriste de Claude Jasmin. Enfin, le premier que moi j'ai repéré, mais apparemment Jacques Allard, que je dois re-questionner avant qu'il ne soit trop tard, n'avait repéré un en 1963. Donc, apparemment, il y en a un que, si jamais quelqu'un connaît ce roman-là, à la fin, j'aimerais bien recevoir votre input. Alors, donc, évidemment, la communication prend un peu votre thème de cette année, un peu de biais. Vous avez, je pense que c'est la guerre de proche en loin. Moi, c'est peut-être plus loin que proche, mais quand même, dans la mesure où, vous le savez très bien, le seul épisode terroriste au Québec du FLQ qui a mené de 1963 jusqu'en 1974 et qui a culminé évidemment avec la crise d'octobre 70, a poussé un certain Pierre-Éliott Trudeau à promulguer les mesures de la loi de guerre. Et donc, on est dans un contexte guerrier. Alors, une fois que le titre est expliqué, quel est le projet que je me suis donné? C'était de lire, de repérer d'abord, et lire, analyser, interpréter tous les romans québécois qui sont parus entre 1964 et 1974, éventuellement 63 si je retrouve ce fameux titre antérieur, qui met en scène soit un personnage terroriste, soit un complot terroriste, soit des échos du climat terroriste des années 60-70, un peu pour illustrer la face intranquille de la Révolution tranquille. Alors, les historiens ont bien montré que cette Révolution tranquille n'était pas une révolution, c'est seulement une évolution accélérée, mais on a moins mis en lumière, je pense, le côté intranquille de la Révolution tranquille. On oublie que dans le contexte de la Révolution tranquille au sens long du terme, c'est-à-dire les années 60 et 70, ça a été la période la plus mouvementée pour monter à la révolte des patriotes pour trouver un climat aussi tendu. Et c'est le seul moment où on peut parler vraiment de terrorisme au Québec, hein, puis au Canada, bien sûr. Alors, la période qui m'intéresse, c'est 64 à 74. Et au sens large, le projet va probablement déboucher sur quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que je vais prendre en considération pas seulement le roman, ce qui est l'objet actuel de mon étude, mais aussi la poésie, le théâtre, l'essai, puisqu'il y a eu des échos du terrorisme dans tous les genres canoniques, sans jouer sur le mot canonique, mais bon. Et par ailleurs aussi la relecture qui s'est faite plus récemment, soit par exemple dans le roman avec Louis Hamelin, La constellation du lynx, ou encore au cinéma chez Robert Lepage, Pierre Falardeau, etc. Mais pour le moment, je m'intéresse seulement à la période contemporaine du FLQ. Alors l'idée, c'est de voir comment est-ce que la violence terroriste s'est reflétée dans les romans qui se sont écrits au même moment où la violence avait lieu, où le terrorisme était actif. Donc c'est pour ça que je me limite à cette période-là. Pourquoi que j'ai privilégié le roman? Ben, d'une part, c'est des préférences personnelles. Je travaille beaucoup sur le roman, plus que sur les autres genres littéraires, encore que l'essai fait partie aussi de mes spécialités, mais aussi surtout parce que le roman, c'est probablement le genre qui est le plus emprise sur le social, où on peut plus facilement voir comment le discours social est véhiculé, se reflète et est retravaillé évidemment par la fiction. Donc évidemment, le roman s'imposait dans ce sens-là. Et mon approche, je vous dirais, jusqu'à maintenant, elle serait psycho-socio-critique. Il y a un côté psychanalytique de la thèse, vous allez vous comprendre assez rapidement quand je vais vous donner un peu le résultat de mes analyses provisoires, d'une part, mais aussi socio-critique forcément, parce que ce qui m'intéresse, c'est exactement ce qui vous intéresse vous. Comment est-ce que le roman réarticule un discours social? Qu'est-ce qu'il en fait concrètement d'un roman à l'autre? Et puis pour la caractériser encore plus globalement, je dirais que c'est une herméneutique. Dans les deux cas, que ce soit d'inspiration psychanalytique ou sociocritique, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de questionner les textes, essayer de trouver un sens qui se dérobe à la première lecture. Ça a toujours été mon dada. Ça n'a pas changé. Alors le corpus, comme je vous ai dit, en fait, je pourrais le diviser en deux, le corpus. Et je vais expliquer un peu, parce que c'est important ça aussi. D'abord, les romans écrits avant la crise d'octobre. Alors, ceux qui sont vraiment contemporains de la montée de la violence terroriste de 63 à 70, puis ensuite ceux qui ont été écrits après, parce qu'il y a vraiment une différence assez nette dans les romans d'avant, 70, ceux d'après. Grosso modo, mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment les romans d'avant 70, c'est ceux qui accompagnent la montée du FLQ. Ceux qui sont venus après, soit se contentent de fictionnaliser l'épisode même de la crise d'octobre, plusieurs le font, mais d'autres aussi reviennent en amont.
Alors, il y a les deux. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, et je peux seulement parler de ces romans-là, c'est ceux qui ont été écrits avant 70. Là, pour le moment, je ne parlerai pas de ceux qui traitent de la crise d'octobre comme telle, sinon peut-être de billets. D'autre part, quand on regarde le corpus, il n'est pas très grand. On peut même s'étonner du fait qu'il y a seulement une dizaine de romans en tout que j'ai repérés dans cette période-là. On aurait pu s'attendre avec quand même un événement aussi fort que ça aurait marqué tellement l'imaginaire des écrivains intellectuels qui sont très engagés à l'époque, parti pris, liberté, etc. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait plus. Et ça, c'est le premier constat qui m'a frappé, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, quand on regarde le corpus, on se rend compte qu'il y a des œuvres majeures, des écrivains importants, des écrivains qui sont maintenant canonisés en quelque sorte, dans les écrivains classiques de la littérature québécoise, et d'autres qui sont mineurs. Alors, je reprends cette vieille distinction, je sais qu'elle est désuète, le Dolk s'en fout, mais pour moi, ça a encore une importance de voir que certains romans sont écrits d'une façon expérimentale, intéressante. Il y a vraiment un enjeu dans l'écriture même du roman, et d'autres, c'est des romans réalistes qui se contentent de refléter en quelque sorte la situation de l'époque. Alors, je vais faire un corpus primaire assez long, mais je vais juste vous donner les titres importants sur lesquels je vais m'attarder un peu. Prochain épisode du Baraquin, bien sûr. C'est le grand classique en 65. Yves Beauchemin, l'Amphi-Roi-P, c'est le dernier de ma série en 74. Et c'est un roman très réaliste dans sa conception. Victor Lévy-Beaulieu, Un rêve québécois. Un roman fantasmatique assez sauté, paru en 72. Leonard Cohen, parce que je m'intéresse aussi à qu'est-ce qui s'est écrit en anglais au Québec, Beautiful Losers, il y a un grand épisode terroriste en plein milieu du roman, très important. Claude Descotteret, Mourir en automne, qui est évidemment plutôt autour de la crise d'octobre, qui est à mon avis moins réussi. Le Salut de l'Irlande de Jacques Ferron, qui est quand même un roman très fort, et jusqu'à un certain point aussi Les Confitures de Coin. À perte de temps de Pierre Gravel, qui est un professeur de philosophie à l'Université de Montréal, et c'est un des rares romans qui n'a même pas été repéré ni recensé dans le Dolk. Donc, quand le Dolk prétend qu'il est exhaustif, c'est faux. Jacques Hébert, Les Écœurants. Les Écœurants de Jacques Hébert, ça je vais y revenir, qui est vraiment très mal écrit, mais intéressant du point de vue du contenu. Étienne et le terroriste de Claude Jasmin, en 64, qui selon moi est le premier roman publié, mais comme je vous ai dit, je dois questionner Jacques à ce niveau-là. L'escalade de Pierre Ladouceur, qui est aussi lié à octobre 70. Corridor de Gilbert Larocque. Gilbert Larocque est quand même un écrivain important, mais c'est peut-être pas son meilleur roman dans ce cas-ci. Ce qu'on oublie très souvent, un auteur comme Jacques Poulain, reconnu pour sa douceur et son affabilité, commence par un roman terroriste, Mon cheval pour un royaume, qui est très peu relu, mais en même temps qui est un roman très intéressant. Et le dernier dans ma série, Les Rapides de Jean-François Somczynski, qui publiait aussi sous le nom de Jean-François Sommin. Voilà. Donc, la plupart de ces romans-là portent sur la période d'avant la crise d'octobre, mais quelques-uns aussi sur la suite. Mon hypothèse. La plupart des romans qui mettent en scène un personnage terroriste ou incluant une trame terroriste dans son intrigue se terminent par un échec. Les deux qui échappent à cette loi, si on peut dire, c'est même une loi, c'est le tout premier, était le terroriste de Claude Jasmin, où l'action terroriste réussit en quelque sorte, et où le personnage accepte d'être un terroriste. Accepte, le personnage de Paul, qui est le compagnon de Ethel, va demeurer terroriste à la fin du roman. Après un moment de doute, où il veut échapper à son destin, à son sort, mais il va quand même accepter de rester terroriste. Et le dernier roman dans ma série, c'est-à-dire Les Amphi-Roi-P de Yves Beauchemin, qui fait l'apologie, plus ou moins, du FLQ. Tous les autres, par contre, qui mettent en scène un personnage terroriste, ce personnage soit échoue dans sa mission, ou soit il est empêché parce qu'il se fait carcérer avant la fin de la mission, ou encore c'est le complot terroriste lui-même qui échoue et qui est inventé, et les personnages finissent en prison. Voilà. Ça, ce serait une chose. En plus, et ça, ce qui m'intéresse de point de vue psychanalytique, tous ces récits, sans exception, fournissent un alibi au personnage du terroriste, comme si le Québécois ne pouvait pas être violent. Si le Québécois devient violent, et ça on connaît le fameux mythe de la non-violence québécoise, si le Québécois devient violent, il doit y avoir quelque chose qui l'a poussé à cette violence, qui fait en sorte qu'il n'est pas responsable de son action.
Rien à voir avec le terrorisme international en passant. Hein. Si vous regardez la même chose, qu'est-ce qui se produisait en France ou en Italie ou en Allemagne à la même époque, un terrorisme, une bombe, il y a 125 morts, tant pis, c'est ça. Hein. Et on accepte. Au Québec, le FLQ lui-même, après chaque mort d'un innocent, entre guillemets, il y avait toujours un communiqué pour déplorer, regretter le fait qu'il y avait eu un mort, mais qu'en même temps, c'était les dommages collatéraux, ça devait arriver. Alors, on s'expliquait en quelque sorte. Il fallait rendre compte au public. Et généralement, quand c'était, évidemment, des jeunes terroristes eux-mêmes, l'opinion publique n'était pas émue. Quand c'était un agent de la paix ou de l'ordre non plus, mais quand c'est la pauvre petite secrétaire qui avait ouvert le colis puis ça y va sauter en pleine face, ou quand c'était le pauvre gardien de nuit qui était au bord de prendre sa retraite, eh bien là, évidemment, l'opinion publique, les médias s'en emparaient bien sûr, et l'opinion publique était émue. Alors je dirais qu'on retrouve à peu près la même chose dans les romans, même chez les auteurs comme Hubert Aquin ou chez Ferron ou VLB, une tentative de dédouaner en quelque sorte, là, je reprends le terme de Roland Barthes, quand il parle de Pasolini, les 120 journées de Pasolini, il dit impossible de se dédouaner en regardant ce film-là. Alors au contraire, c'est comme si les auteurs voulaient se dédouaner eux-mêmes à travers la façon de représenter cette violence et dédouaner le lecteur québécois aussi. Tu vois, on n'est pas responsable de cette violence-là en quelque sorte. Et là, comme je vous dis, là, je glisse de la sociocritique vers la psychocritique, peut-être même un peu sauvage. Bon. Alors, donc, la plupart des récits ont recours à un alibi vrai ou fin, au niveau de la fiction, pour exonérer en quelque sorte des personnages face à l'expression de la violence terroriste. Même au point d'en faire un faux terroriste, en quelque sorte. Il a l'air d'un terroriste, mais en réalité, il n'est pas vraiment motivé par la cause terroriste, en quelque sorte. Et les différents mécanismes utilisés, la folie, chez Hubert Aquin, Jacques Poulain, Jacques Hébert, c'est très clairement le cas. À la fin, soit le personnage, dans le cas d'Hubert Aquin, c'est lui-même qui l'a fait en réalité. Alors, vous connaissez l'épisode d'Hubert Aquin qui est arrêté au volant d'une voiture volée avec un fusil, disant qu'il va joindre la cause, qu'il va joindre le maquis en quelque sorte. Et en prison, il écrit son roman. En prison, dans l'hôpital psychiatrique, parce que son avocat réussit à lui faire plaider folie temporaire. Hein, il va écrire ce fameux roman. Donc, dans son cas, lui, c'est vraiment lui comme auteur, mais dans le cas de Jacques Poulain ou de Jacques Hébert, c'est le personnage qui, à la fin, est présenté comme étant temporairement fou, égaré, qu'il a fait poser cet acte-là sans être responsable de l'acte. Alors, la folie, le fantasme ou le rêve, c'est nettement le cas dans Le Salut de l'Irlande de Jacques Ferron ou dans Un rêve québécois de VLB. Tout ce qui nous est raconté sur le mode fantasmatique, ou carrément, dans le cas de Ferron, c'est un rêve. Donc, le felkiste, ou le felquois, comme le dit Ferron, rêve qu'il devient terroriste, mais on ne sait jamais si vraiment il est passé à l'acte ou non. Donc, encore là, une autre façon de dédouaner le personnage de son fantasme violent, ou encore son effet d'entraînement. Par exemple, Paul, dans le roman de Jasmin, n'est pas convaincu par la cause, mais se laisse entraîner par ses amis, en quelque sorte. Et c'est un peu pour démontrer son nationalisme face à ses amis et sa virilité face à son amante juive est telle qu'il veut impressionner, qu'il commet l'acte, tout en le regrettant par la suite, etc. Donc, au niveau de l'analyse, ça c'est mon hypothèse, je n'analyserai pas les romans avec vous ici, je vais vous donner quelques observations qui me sont venues après, au fil de l'analyse. Qu'est-ce qui m'intéressait donc, c'est comment est-ce que le romancier ou le roman lui-même s'y prend pour dédouaner justement ou déculpabiliser le protagoniste quand il accomplit sa mission, dans le cas de Jasmin, ou, et ça c'est encore plus intéressant, quand il échoue à l'accomplir. Parce qu'en même temps, il faut aussi expliquer pourquoi il a échoué, en quelque sorte. Et donc, le cas d'Aquin, Poulain, Ferron et VLB m'ont intéressé à ce niveau-là. Alors, si on compare les romans mis à l'étude, quelques constantes se dégagent à peu près tous les romans. D'abord, la trame terroriste sert le plus souvent de prétexte au texte. C'est très rare, sauf dans le cas de Jasmin et, je dirais, les romans écrits après 70 qui s'intéressent à la crise d'octobre dans un mode de représentation qui est beaucoup plus réaliste. C'est très rare que l'action terroriste est vraiment le nœud de l'intrigue. C'est presque le prétexte
à partir duquel le texte est écrit pour parler d'autre chose, en quelque sorte. Elle constitue rarement l'intrigue principale du roman, ou alors, si elle semble constituer l'intrigue, elle dévie en cours de route, puis on se rend compte que ce n'est pas ça le vrai mobile. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une dimension psychanalytique en quelque sorte. Ça semble être sociologique ou politique comme point de départ. On a souvent lu le prochain épisode sous cet angle-là, mais en cours de route, ça prend une autre signification. Je dirais même que les romans qui ont fait de la représentation réaliste du terrorisme son objet principal, et j'irais même inclure là-dedans Louis Hamelin dans son dernier roman, sont ceux qui ont le plus mal vieilli, ou qui vont peut-être mal vieillir. Dans le cas de Jacques Hébert, Les Écœurants, c'est franchement maladroit. C'est un mauvais roman. Très intéressant à lire, par ailleurs, pour la question du terrorisme, mais comme tel, au niveau de l'écriture, c'est raté, en ce qui me concerne. Gravel, c'est un cas très intéressant parce que c'est un roman à la fois poétique et philosophique. Il y a une formation philosophique. Donc, la partie essayistique de son roman est intéressante, mais au niveau de la trame, puis aussi de l'écriture, c'est une demi-réussite, en quelque sorte. Étonnant que ça ait passé inaperçu, parce que ça a été publié à la fois chez Parti pris et à Nancy, à Toronto, et ça aurait dû être relevé par le DOLC, mais bon, ça a passé inaperçu. Et dans le cas de Claude Jasmin, il a dit qu'il a écrit ce roman-là en moins d'un mois. Je pense qu'il a même dit en quelques jours, et ça paraît. C'est-à-dire que le roman est quand même intéressant, et il est bien construit, mais il est bâclé. Il y a souvent des chapitres là, où on a l'impression qu'il y a plein de clichés, de stéréotypes sur la juive, sensuelle évidemment, tout ce qu'on retrouve dans un certain type de littérature populaire, c'est là et c'est pas très travaillé. Par contre, il a le mérite d'être jusqu'à Nouvel Ordre le premier roman terroriste au Québec. Alors, sous couvert d'écrire un roman terroriste, les écrivains québécois ont écrit autre chose. Par exemple, Aquin a écrit, on le sait très bien, un faux roman d'espionnage ou un faux polar qui lui sert à l'intérieur, pour le narrateur, qui est un peu son double évidemment à l'Institut Prévost, qui lui sert de façon de se libérer mentalement, en quelque sorte, de cette prison où il est incarcéré. Donc, ça appartient à un autre genre qui est parodié, en quelque sorte, dans ce roman-là. Dans le cas de Jacques Poulain, Mon cheval pour un royaume, c'est un roman d'initiation, en quelque sorte, initiation à la vie, à l'amour, et en réalité, le personnage de Pierre Delisle dit, quand il rencontre le patron de la cellule terroriste qui va lui confier sa mission et qui lui demande, vous avez des idées intéressantes sur la Révolution tranquille, il va répondre, ça n'a rien à voir, je ne suis pas politisé en quelque sorte, je ne fais pas ça pour la cause en quelque sorte. Et on comprend qu'il est en quête, c'est une quête personnelle. Il est en quête de quelque chose d'autre, mais le roman va nous montrer que, encore là, l'action terroriste n'est qu'un prétexte. Dans le cas de Ferron, c'est carrément un roman d'apprentissage, une sorte de Bildungsroman, évidemment à la Ferron, donc non conventionnel, d'apprentissage de quoi? De l'histoire, de la politique, de qu'est-ce que c'est le monde, la société québécoise dans laquelle vit ce personnage-là, qui est d'origine irlandaise, qui va devenir Felquois, mais d'une façon, comme je le dis, tout à fait fantasmatique à la fin du roman. Ou encore, dans le cas de VLB, c'est carrément un roman fantasmatique, de plus écran-joual et expérimental au niveau de l'écriture. Et dans tous ces cas, ce qui m'intéressait, c'est que dans l'écriture et la fiction est plus forte que la réalité. Ce n'est pas des romans réalistes. Aucun des 4 romans, on peut les considérer comme réalistes. Ils transcendent la réalité en quelque sorte, ils la transfigurent. Et c'est peut-être pour ça qu'une approche sociocritique devient intéressante, en particulier pour ces romans-là. Quand on l'applique sur les autres romans que je considère moins réussis au niveau de la forme ou de l'écriture, on en arrive presque à la théorie du reflet. On ne va pas beaucoup plus loin que Plekhanov. Je suis un peu méchant, là, mais bon. Mais quand on lit les autres romans, bien sûr, on est obligé d'utiliser des outils plus sophistiqués pour comprendre comment le discours social, politique, économique, etc., se répercute dans le roman et est travaillé au niveau de la fiction. Autre chose qui m'avait frappé dans tous ces romans-là, le rôle de la femme. Il y a toujours capital, il y a toujours une femme. Est-elle la juive qui s'échappe avec Paul et qui n'arrête pas de lui dire « Si j'apprends qu'il y a eu un mort, je te laisse ». Effectivement, le prétexte de ce roman-là, c'était la mort du gardien O'Neill, parce qu'il y a eu un acte terroriste qui venait d'être commis, et le gardien de nuit a été tué.
Et puis, Ethel ne cesse ce leitmotiv un peu lancinant, d'ailleurs, dans le roman. Si j'apprends qu'il y a eu un mort, je te laisse. Puis, effectivement, lui sait qu'il y a eu un mort et il cache la vérité à Ethel, jusqu'au moment où quelqu'un de la cellule le révèle et on s'attend évidemment à ce qu'elle le laisse, mais finalement elle décide de rester avec lui puis ils vont continuer pour la cause. C'est le seul roman qui fait ça. Évidemment, K, dans le prochain épisode, ça a été hyper analysé. C'est un agent double, bien sûr, ou même triple, à la fois la femme aimée et la traîtresse à la cause, bien sûr, celle qui serait l'amante à la fois du narrateur et de H. de Heutz que le narrateur doit tuer. Et Jacques Allard, dans l'introduction de l'édition critique, avait bien montré que K pouvait faire référence, entre autres, à Québec, l'ancienne graphie de Québec, et donc le rapport ambivalent d'Aquin, même au Québec, ce que Allard ne relève pas, par contre, parce qu'il dit aussi avec K, ça peut être K, K, le K de Kafka, K, le double égyptien, etc., c'est que K est aussi la lettre de Canada. Quand on écrit Canada anciennement, c'est avec un K. Si vous allez à Ottawa encore aujourd'hui, le quartier à l'ouest d'Ottawa, c'est Kanata. K-A-N-A-T-A, c'est la même racine autochtone pour dire Canada. Donc le K a cette ambiguïté qui peut renvoyer aussi bien à Québec que Canada. Et effectivement, ça c'est inscrit en abîme, en quelque sorte, dans le roman du Berraquin. Donc la femme représenterait ce n'est plus la femme aimée à la manière de Miron. Il y a des pages comme ça dans le roman où on pourrait faire le rapport entre Aquin et Miron. Mais évidemment, la femme aimée ici se révèle comme étant celle qui va trahir la cause, en quelque sorte. Donc, une ambiguïté intéressante à relever. Nathalie, dans Mon cheval pour un royaume, c'est la complice, mais aussi l'amante infidèle. Donc, à chaque fois, il y a un rapport complexe entre le terroriste et sa compagne, et c'est souvent elle qui est indirectement la cause de l'échec. Donc, il y a un autre alibi là. Non. Donc ça, c'est encore je fouille autour de ça. Oh oui, Jeanne d'Arc aussi, quand même, il ne faudrait pas l'oublier. La femme de Barthélemy Dupuis, aucun lien avec moi, le terroriste dans Un rêve québécois. Eh bien, Jeanne d'Arc, évidemment, peut représenter aussi bien la France, le rapport ambigu du Québécois à la France, mais aussi ce rapport ambigu du personnage entre la domination et dominé. Il domine sa femme parce qu'il est lui-même dominé, en quelque sorte. Alors, on a l'impression parfois que cette action terroriste est un alibi pour essayer de se libérer d'une autre violence, étatique cette fois-ci, et que le personnage échoue à le faire. Alors, je dirais que toutes les femmes, à différents degrés dans les romans, représentent le rapport peut-être ambigu du personnage face au Québec, à la nation, en pleine période de nationalisme, bien sûr, dans le roman québécois. Faire noter aussi, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a aucun roman terroriste écrit par des femmes au Québec dans les années 60-70. Il faut attendre les années 80 pour que ça ait des échos au second degré, je pourrais dire, dans des romans, par exemple, de Francine Noël ou de Gail Scott. Bon. Mais ça, c'est pas étonnant non plus, parce que, parallèlement, dans le mouvement terroriste, les femmes étaient utilisées uniquement comme messagères ou pour faire la cuisine, pour aider les terroristes dans leur mission, mais elles étaient évidemment marginalisées au sein même du mouvement terroriste. D'ailleurs, la sœur de Langto, pas Micheline, mais Louise Langto a écrit son autobiographie, Une sorcière comme les autres, pour dénoncer le machisme qui régnait dans le milieu terroriste, qui n'est pas différent de ce qu'on trouvait à Parti pris ou à Liberté à la même époque en passant. Alors, tous ces romans, sauf celui de Jasmin, et à la fin de la série, Jasmin, ou celui de Beauchemin, comportent à divers degrés, comme j'ai dit, une structure d'échec. Et la structure d'échec est inscrite dans le roman lui-même. Ce n'est pas seulement le personnage qui échoue dans son aventure terroriste, mais c'est inscrit déjà dès le début. On devine qu'on s'en va aller vers un échec. Évidemment, dans le cas du Berraquin, c'est lui qui va le plus loin là-dedans. Cet échec est à l'image même du Québec, qui échoue sur la scène nationale, internationale, etc. Donc, c'est vraiment inscrit dans le texte. Et cet échec, évidemment, est à l'image du protagoniste ou du narrateur, selon les romans, parce que certains sont écrits au il, certains sont écrits au je. L'action terroriste, comme j'ai dit, échoue à chaque fois, que ce soit sur le mode onirique, fantasmatique, sur le mode réaliste, ou alors purement symbolique. Dans le cas de Jacques Poulain, à la fin, quand il fait sauter la statue du soldat anglais, en fait, c'est lui qui saute.
La statue le représente comme un double en quelque sorte. Et il dit-il à la fin, mon royaume est ouvert à tous. Donc ça devient une espèce de quête mystique, christique, de rédemption par l'acte violent. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'idéal politique du FLQ. Et surtout, comme j'ai dit, la folie, parce que je pense que c'est le mécanisme qui revient le plus souvent, la folie sert d'alibi à presque tous les personnages pour se disculper de l'expression même de leur violence. Et ça, à divers degrés, on le retrouve chez Aquin, chez Poulain, Hébert, Victor Lévy-Beaulieu, comme si être violent au Québec ne pouvait être que l'œuvre d'un fou, que ce fou soit réellement fou ou simplement fait semblant de l'être. À la fin du roman d'Hébert, ce qui arrive, c'est que le terroriste plaide la folie parce que son père, qui est bourgeois, grand bourgeois de Québec, ne veut absolument pas ternir la réputation de la famille. Donc, arrive à convaincre l'avocat de faire plaider folie passagère à son fils, entraînement évidemment par les vrais violents qui sont les autres, toujours, c'est jamais soi. Et finalement, il va aller dans un asile psychiatrique lui aussi, plutôt qu'aller en prison comme les autres, etc. Comme si être violent, donc, était en fait que l'œuvre d'un fou, que ce fou soit irrémédiablement fou, comme dans le cas, comme ça se passe dans le roman de Poulain, ou au contraire, que ça soit purement passager, comme chez Aquin ou chez Hébert. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus dans cet étrange corpus, quand même, quand on le compare à ce qui s'est fait ailleurs, comment on a représenté le terrorisme en Europe, par exemple, de ne pas vouloir assumer le poids de la responsabilité qui vient avec l'expression de cette violence. Donc, encore cette idée de se dédouaner, de se disculper. Et c'est peut-être aussi ce qui est le plus québécois, entre guillemets, il faut faire attention, depuis la fameuse folie de Nelligan, le sentiment de culpabilité du Québécois face à la légitimité de sa propre violence, qui a donné lieu d'ailleurs au mythe de sa non-violence, qui est purement un mythe quant à moi, ou encore un autre mythe de son absence de racisme aujourd'hui, que l'on peut évidemment questionner. Et là, qu'est-ce qui m'intéresserait on va peut-être terminer sur deux points. Ça, c'est des éléments de l'analyse. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une synthèse en réalité, parce que chaque roman présente des particularités, et là, je ne voulais pas entrer dans une analyse de cas en particulier ici. C'est quelle interprétation que je donnerais de ce phénomène maintenant? Je dirais que comme les vrais terroristes du FLQ, qui regrettaient les victimes innocentes, j'en ai parlé tantôt, après chaque attentat, ou presque, sauf quand c'était évidemment des personnes qui méritaient de mourir en quelque sorte, tout en refusant de s'excuser pour les dommages collatéraux, les proto-terroristes des romans québécois, parce qu'à moi, ce sont tous des proto-terroristes en quelque sorte. Alors, au début, dans ma tête, seulement les premiers romans présentaient des personnages de proto-terroristes et les autres, c'était des vrais terroristes en quelque sorte. Mais en réalité, après l'analyse, je me rends compte que c'est tous des proto-terroristes qui n'assument pas leurs conditions jusqu'au bout, en quelque sorte. Refusent, donc ces proto-terroristes refusent de se voir eux-mêmes comme des hommes violents. Mais se présentent davantage comme les victimes de la violence du système. Autrement dit, là, on pourrait utiliser de Deleuze Guattari dans Mille Plateaux quand ils disent que la vraie violence, le vrai terrorisme, c'est celui de l'État. C'est les machines de guerre de l'État, et que parfois la machine de guerre de l'État dérape, et des individus la détournent à leur propre avantage, et là, ça devient la guérilla, les pirates, les terroristes, exactement. Alors, de certains sens, ce que représente la plupart des romans, c'est que la violence vient en fait du système, vient de l'État, vient de la société, et que les terroristes ont, en quelque sorte, le droit ou raison de la détourner à leur profit, leur avantage, sauf que ça l'échoue. Et moi, c'est toujours ce constat d'échec sur lequel je reviens constamment à la fin de l'analyse. Pourquoi il fallait absolument que ça échoue. Et donc, je reviens toujours à cette idée de l'inconscient collectif des Québécois, si on peut dire. Je déteste le terme parce que je suis freudien, je ne suis pas jungien. Donc, je ne crois pas qu'il existe deux inconscients, un individuel et un collectif. C'est les deux faces du même inconscient, en quelque sorte. Mais la part collective de cet inconscient, qui peut-être définit bien l'homo québécensis, hein, le Saint-Jean-Baptiste, le mouton, l'image du mouton très doux qui ne peut pas avoir accès à la violence, et bien quand cette violence-là est exprimée dans les romans terroristes, parce que dans d'autres romans, ça va être, quand c'est des crimes passionnels, des crimes sordides, ça va. Mais par rapport à la cause, il faut qu'il y ait un échec, en quelque sorte. Alors c'est ça qui m'intéresse le plus, et c'est encore ça que je dois travailler. Ma conclusion provisoire, parce que
le travail est encore à faire. Le roman terroriste met en scène à chaque fois l'échec du terrorisme. Et dans ce sens, si on faisait une analyse sociocritique très très simple, ça reflète qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le FLQ aussi, puisque le FLQ a échoué dans sa mission, il faut bien le dire. Après l'acmé de la crise d'octobre, les quelques attentats qui ont suivi se sont étiolés. Il y a eu quelques bombes encore, puis c'est tout. En passant, juste pour faire une comparaison avec ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, il y a eu en tout 200 attentats à la bombe. Parfois, on oublie ça. Entre 63 et 74, il y a eu quand même 200 bombes qui ont éclaté au Québec et à Ottawa. Il y a eu 9 morts, dont 3 membres des cellules felkistes, et donc 6 morts, entre guillemets, innocentes. Et bon, quelques d'autres dommages collatéraux. Pour le Québec, c'est énorme. Pour le Canada, c'est comme... On comprend que Pierre Trudeau, invité quand même, ne l'oublions pas, par Drapeau et Bourassa, a institué les mesures de guerre. Pour le Canada, le Québec, c'est inouï. Ça n'a jamais existé. Et ça, je ne crois pas que ça va réexister. Mais si on compare à ce qui se passe en Europe, ou par exemple juste à Bologne, où moi j'ai travaillé longtemps, à la gare avec la fameuse brèche, une seule bombe, 125 personnes qui sont tuées, dont une cinquantaine de touristes japonais. Et personne ne s'excuse. Ça fait partie. Encore aujourd'hui, c'est ça. Les terroristes, on est convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen que la violence pour atteindre nos buts. Au Québec, ça n'a pas passé, ça n'a pas fonctionné comme ça. Alors, mais l'échec du terrorisme dans le roman reflète la situation sociale, ça, il n'y a pas de doute, mais aussi le refus, la culpabilité face à l'expression de la violence du Québécois. Et là, ça rejoint quelque chose comme un inconscient que je ne dirais pas collectif, mais culturel, en quelque sorte, sous la forme d'un désaveu. Et en psychanalyse, là, il faut que je traîne encore, il faut que je traite cette question-là. Le désaveu, c'est le mécanisme de défense par excellence du pervers. Ça n'a rien à voir avec la dénégation. L'obsédé, nous sommes tous des obsédés ici, bien sûr, nous sommes dans la dénégation. Et on se trahit toujours à ce niveau-là. Le désaveu est beaucoup plus difficile à repérer parce qu'il ne prend pas la forme négative pour s'exprimer, il prend des voies détournées. Alors moi, ce que je vois, c'est le désaveu de la violence dans ces romans-là, qui prend justement cette voie perverse, contournée, mais qui donne en même temps les meilleurs romans. Merci.